de famille en famille parce que sa mère ne l'a jamais abandonné. Il est orphelin. Le deuxième, je parle de moi à la troisième personne parce que À 78 ans, quand on a tout chanté, tout perdu et presque tout survécu, il ne reste plus que la vérité. Et cette vérité, Hervé Villard l'a longtemps gardée enfouie comme une blessure qu'on couvre d'un sourire pour continuer à monter sur scène. Car derrière la voix qui a fait pleurer des millions de Français, derrière Capri, c'est fini. Derrière les projecteurs, les bouquets de fleurs et les rappels interminables, il y a une autre histoire. Une histoire que le public a toujours pressentie sans jamais vraiment la connaître. Une vie intime, faite de silence, d'absence et de drames répétés. Une vie qui, aujourd'hui, à l'heure où l'on regarde plus souvent derrière soi que devant, demande enfin à être racontée. À 78 ans, Hervé Villard n'est plus dans la conquête. Il n'a plus rien à prouver. Plus besoin de séduire une industrie, un public ou des journalistes. Il peut se permettre ce luxe rare, dire ce qu'il n'a jamais vraiment dit. Non pas pour provoquer, non pas pour choquer, mais parce qu'arrive un moment où le poids du non-dit devient plus lourd que la peur du jugement. Beaucoup se sont demandé comment un homme qui a chanté l'amour avec autant d'intensité a-t-il pu connaître une vie personnelle aussi fracassée? Comment un artiste adulé, reconnu, décoré, peut-il affirmer, sans détour, que sa vie intime fut un désastre complet? Ce paradoxe est le cœur de notre histoire. Et c'est précisément ce paradoxe qui touche si profondément ceux qui ont vieilli avec lui. Car Hervé Villard appartient à cette génération pour qui l'on ne parlait pas. On encaissait, on avançait, on souriait, on transformait la douleur en élégance, la solitude en chanson, à une époque où l'on ne confessait rien, surtout pas ses failles, encore moins ses amours, encore moins ses blessures d'enfance. Aujourd'hui, sa voix est peut-être un peu plus grave, un peu plus fragile, mais ses mots, eux, n'ont jamais été aussi clairs. Il ne parle plus comme une idole, il parle comme un homme qui a compris que le temps ne pardonne rien, mais qu'il éclaire tout. Et ce qu'il éclaire, ce sont des vérités que beaucoup de ses admirateurs reconnaissent intimement. La peur d'être abandonné, le désir d'aimer coûte que coûte, et cette question lancinante, à quoi sert le succès quand il ne guérit pas la solitude? Ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas non plus une confession spectaculaire. C'est un regard lucide posé sur une vie traversée par la célébrité, mais surtout marquée par un manque originel. Un manque qui ne disparaît jamais vraiment, même quand les salles sont pleines, même quand les disques d'or s'accumulent. Et pour comprendre cet aveu tardif, pour saisir pourquoi cet homme arrive à cet âge avec tant de mots retenus, il faut remonter bien avant les applaudissements. Bien avant les refrains que toute une génération connaît par cœur. Il faut revenir là où tout a commencé, dans l'abandon, le silence et l'enfance brisée. Avant les lumières de la scène, avant les applaudissements et les refrains fredonnés par tout un pays, il y a eu le silence. Un silence brutal, celui d'un enfant qui vient au monde sans bras pour l'accueillir. Hervé Villard est né dans un taxi parisien. Une naissance déjà en mouvement, déjà instable, déjà marquée par l'absence. Sa mère, dépassée, disparaît très tôt de sa vie. Son père, lui, restera une silhouette inconnue. Un nom sans visage, une question sans réponse. Très vite, l'enfance devient une suite de lieux de passage. Des portes qui s'ouvrent puis se referment. Des foyers, des institutions, des dortoirs froids, où l'on apprend surtout à se taire. À 7 ans, il est placé. À cet âge-là, on devrait apprendre à lire, à rêver, à croire que le monde est sûr. Lui apprend surtout à survivre, à ne pas s'attacher, à comprendre que l'amour peut disparaître sans prévenir. Les années passent, mais rien ne se stabilise vraiment. Hervé est déplacé d'un foyer à l'autre, comme un objet encombrant dont personne ne sait que faire. Chaque nouveau lieu apporte son lot de règles, de visages inconnus, de promesses jamais tenues. L'enfant grandit avec cette certitude douloureuse. Il n'est jamais le choix de quelqu'un. Il est seulement là, provisoirement. À l'adolescence, la colère prend le relais de la tristesse. À 14 ans, il quitte les cadres imposés et se retrouve dans les rues de Paris. Là, il découvre une autre forme de famille, celle des laissés pour compte, des jeunes cabossés comme lui, vivant d'expédients, de petits larcins, de nuits sans lendemain. Le danger est permanent, la faim aussi. Mais au moins, il n'est plus seul. Dans la rue, on ne promet rien, mais on partage tout.
C'est dans cette errance que se forge quelque chose de fondamental chez lui, une lucidité précoce sur la fragilité de l'existence. Hervé comprend très tôt que personne ne viendra le sauver par miracle, que s'il veut vivre, il devra s'accrocher à la moindre main tendue. Cette conscience, si lourde pour un adolescent, façonnera toute sa vie d'homme. Elle explique aussi cette intensité presque douloureuse qu'il mettra plus tard dans chacune de ses chansons. Pourtant, même dans ce chaos, il y a parfois des îlots de douceur, des familles d'accueil qui tentent de faire de leur mieux. Dans le Berry, chez des fermiers modestes, il découvre pour la première fois une forme de stabilité, une table à heure fixe, un regard bienveillant, rien de spectaculaire, mais suffisamment pour comprendre ce qu'aurait pu être une vie normale. Et c'est peut-être là que naît la blessure la plus profonde, avoir entrevu le bonheur sans pouvoir le garder. Ces fragments d'enfance, Hervé les portera toujours en lui. Ils nourriront son besoin d'amour, son désir presque désespéré de fonder un foyer, d'être choisi enfin. Ils expliqueront aussi ses excès, ses colères, ses silences, car un enfant abandonné ne cesse jamais vraiment de chercher. Même à 60, même à 70 ans, il continue d'espérer qu'un regard, qu'une voix, qu'une présence viendra réparer ce qui a été brisé trop tôt. Quand on écoute aujourd'hui ses confidences, on comprend que tout était déjà là, dès le départ. Le manque, la peur de perdre, la difficulté à se sentir à sa place. La célébrité n'a fait que masquer ces fissures, sans jamais les refermer. Il y a, dans certaines existences cabossées, une rencontre qui ressemble à un sursis. Pas un miracle, pas une réparation totale, plutôt une main tendue au bord du vide. Pour Hervé Villard, cette main a un nom, Daniel Cordier. Nous sommes au début des années 60. Hervé n'est encore qu'un adolescent perdu, errant autour de la gare Montparnasse, vivant au jour le jour, sans projet, sans horizon. Il aurait pu disparaître comme tant d'autres, un visage parmi des milliers, avalé par l'anonymat des rues parisiennes. Et puis un jour, presque par hasard, il croise un peintre, d'ado, qui lui offre un sandwich. Un geste banal en apparence. Mais ce geste ouvre une porte. Hervé est invité à une galerie d'art. Et c'est là qu'il rencontre Daniel Cordier. Cordier n'est pas n'importe qui. Ancien résistant, intellectuel, collectionneur, homme de culture et de conviction. Il voit immédiatement chez ce jeune garçon à la fois dur et fragile quelque chose qui mérite d'être sauvé. Pas seulement un potentiel artistique, un être humain à reconstruire. Il décide alors de l'aider, véritablement, de l'héberger, de l'éduquer, d'en faire son pupille légal. Pour Hervé, c'est une révolution. Pour la première fois de sa vie, un adulte s'engage, ne promet pas, agit. Il lui offre une stabilité, un cadre, des livres, des conversations. Il l'introduit à l'art, à la musique, à la pensée. Il lui apprend que la culture peut être une arme contre la fatalité, que l'intelligence peut devenir un refuge quand le cœur est trop lourd. Mais toute dette a un prix, et celle-ci est immense, car en sauvant Hervé, Daniel Cordier lui transmet aussi une exigence silencieuse, réussir, être à la hauteur, prouver que cet investissement n'a pas été vain. Hervé comprend très vite qu'il n'a plus le droit d'échouer, que retomber serait non seulement se perdre lui-même, mais trahir celui qui l'a recueilli. C'est à cette époque que la musique cesse d'être un simple plaisir pour devenir une nécessité vitale. Chanter, écrire, composer, ce n'est plus un rêve romantique, c'est une question de survie. Hervé se jette dans le travail, avec une intensité presque fébrile. Il veut montrer qu'il mérite cette seconde chance. Il veut être aimé, reconnu, validé, et surtout, il veut ne plus jamais retourner à l'abandon. Quand le succès arrive, fulgurant, avec Capri, c'est fini. Il a le goût de la revanche. Hervé dédie symboliquement cette réussite à Daniel Cordier. Comme pour dire « Tu vois, j'y suis arrivé, tu avais raison de croire en moi ». Mais au fond de lui, quelque chose reste irrésolu. Car on peut être sauvé matériellement sans l'être émotionnellement. On peut être guidé sans être consolé. Cordier est un père de l'esprit, pas un père du cœur. Et Hervé, qui n'a jamais connu la chaleur d'un amour inconditionnel, continue de chercher ailleurs ce que même cette relation exceptionnelle ne peut lui offrir. La reconnaissance, oui, la sécurité en partie, mais pas la réparation de l'enfant blessé. Avec le recul, Hervé le dira sans amertume, mais avec lucidité. Daniel Cordier lui a donné les outils pour vivre, pas les clés pour aimer sans se perdre. Cette nuance est essentielle pour comprendre ce qui suivra, car dès lors, chaque succès artistique portera en lui une fragilité cachée. Chaque ovation masquera un vide intérieur,
et chaque relation amoureuse sera chargée d'une attente démesurée. Chez Hervé Villard, l'amour n'a jamais été un refuge paisible. Il a toujours été un risque, un pari absolu. Peut-être parce que, lorsqu'on a été abandonné trop tôt, on n'aime jamais à moitié. On s'attache avec tout le corps, tout le cœur, toute l'âme. Et quand l'amour s'effondre, il ne laisse pas de ruine. Il laisse un gouffre. Au tournant des années 70, alors que sa carrière l'emmène loin de la France, Hervé croit enfin toucher ce qu'il a cherché toute sa vie, la promesse d'une famille. En Amérique latine, il rencontre une jeune femme. Elle n'est pas une passade, elle est un projet, une alliée, une évidence. Avec elle, il ose imaginer l'impensable, devenir père, fonder un foyer, mettre fin à cette errance affective commencée dans l'enfance. Dans ses souvenirs, il la décrit comme une présence douce et nécessaire. Elle avait besoin de moi, et j'avais besoin d'elle, écrira-t-il plus tard. Ensemble, ils font un pacte presque naïf, presque sacré. Avoir un enfant. Pour Hervé, ce désir dépasse l'amour romantique. Il est existentiel. Cet enfant serait la preuve que l'abandon n'est pas une fatalité, qu'on peut être aimé après avoir été rejeté. Il imagine déjà son visage, son prénom. Il se projette dans une vie simple, presque banale. Rentrer chez soi, trouver quelqu'un qui attend, transmettre ce qu'il n'a jamais reçu. Mais le destin, une fois encore, frappe sans prévenir. La jeune femme, enceinte de son enfant, meurt brutalement dans un accident de voiture. Le rêve s'effondre en une seconde. L'enfant ne naîtra jamais. Pour Hervé, c'est un choc dont il ne se remettra jamais vraiment. Il dira plus tard que cet enfant a emporté avec lui son désir d'être père, comme si le ciel lui avait murmuré « Ce n'est pas pour toi ». La douleur est silencieuse, profonde, impossible à partager. À cette époque, on ne parle pas de ces choses-là. On continue, on chante, on sourit, on cache. Les années passent. Le temps fait son œuvre, et pourtant le besoin d'aimer, lui, ne disparaît pas. Plus tard, Hervé rencontre Alexandra, une femme libre, lumineuse, danseuse, passionnée. Avec elle, une nouvelle chance semble se dessiner. Ils vivent ensemble, parlent de mariage, d'avenir. Hervé, plus mûr, croit cette fois tenir le bon équilibre entre sa vie d'artiste et sa vie d'homme. Mais là encore, le bonheur se montre fragile. Les tournées, les absences, les silences s'accumulent. Leur relation se brise. Et comme si la tragédie avait décidé de se répéter, Alexandra meurt à son tour, emportée par une maladie foudroyante. Elle aussi était enceinte. Elle aussi portait cet enfant tant espéré. 2 femmes, 2 enfants à naître. 2 fois la vie lui reprend ce qu'elle semblait enfin lui offrir. À partir de là, quelque chose se ferme définitivement en lui. Hervé comprend que l'amour, chez lui, est indissociable de la perte, que chaque attachement profond porte en germe une douleur insupportable. Il continue pourtant à chanter l'amour, mais désormais ses chansons résonnent autrement. Elles ne sont plus des promesses, elles deviennent des élégies, des adieux déguisés. Le public y entend de la nostalgie, lui y dépose ses deuils. Il est des vérités qui arrivent trop tôt. Non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que la société n'est pas prête à les entendre. Dans la France des années 60, on pouvait tolérer beaucoup de choses chez un artiste, sauf qu'il dérange l'ordre moral. Et c'est précisément là que l'histoire d'Hervé Villard prend une dimension tragique et profondément moderne. En 1967, Hervé Villard est au sommet. Son visage est partout. Ses chansons passent en boucle à la radio. Il incarne le romantisme à la française, l'homme sensible qui chante les ruptures et les regrets, pour le public, pour les maisons de disques, pour la presse, tout est clair. Hervé Villard doit rester un rêve rassurant, un rêve hétérosexuel. Et puis un jour, lors d'une émission avec le journaliste Jacques Chancel, une question banale surgit, comme tant d'autres. « Alors, comment va ta petite amie ?» La réponse, elle, est tout sauf banale. Sans hausser le ton, sans dramatiser, Hervé répond simplement « Ma petite amie s'appelle Robert ». En quelques mots, tout est dit, et pourtant rien ne se passe. Pas de scandale officiel, pas de titre en une, pas de débat public. Non pas parce que cette phrase est anodine, mais parce qu'elle est trop dérangeante. Le silence devient la stratégie collective. Les médias préfèrent détourner le regard, comme si ne pas nommer la vérité suffisait à la faire disparaître. Nous sommes sous l'ère Pompidou. La France se veut moderne, mais reste profondément divisée. La vie privée doit rester cachée, surtout lorsqu'elle ne correspond pas aux normes. Être homosexuel n'est pas seulement mal vu, c'est perçu comme un risque, un danger pour une carrière,
une menace pour l'image, et Hervé le sait. Ce qui rend cette période si douloureuse, c'est que Hervé, lui, ne se cache pas vraiment. Il ne revendique pas, mais il ne ment pas. Il répond quand on lui pose la question, avec honnêteté, avec une forme d'ironie douce, presque élégante, mais cette sincérité lui coûte cher, car en refusant de jouer le jeu du mensonge, il se retrouve dans un no man's land, ni pleinement accepté, ni ouvertement rejeté, simplement mis de côté. Plus tard, il dira avec amertume que certains journalistes ne voulaient pas entendre la vérité, qu'il préférait maintenir une illusion collective plutôt que d'assumer un changement de regard. Il n'était pas un militant, il ne voulait pas être un symbole. Il voulait juste vivre sans travestir qui il était, mais à cette époque, cela suffisait déjà à être trop audacieux. Ce paradoxe est cruel. Hervé Villard est l'un des premiers chanteurs français à parler ouvertement de son homosexualité, et pourtant, il restera longtemps seul avec cette vérité, pas porté par un mouvement, pas soutenu par une communauté visible. Il avance en éclaireur, sans armure, dans un pays qui n'a pas encore les mots pour l'accueillir. Cette solitude supplémentaire vient s'ajouter aux blessures précédentes. L'enfant abandonné, l'homme privé de paternité, et maintenant, l'artiste sommé de taire une part essentielle de lui-même pour continuer à être aimé. Hervé comprend alors que la célébrité n'est pas synonyme de liberté, qu'elle impose parfois des silences plus lourds que l'anonymat. Avec le recul, il posera une question simple, presque désarmante. Est-ce vraiment courageux de dire la vérité quand on vous pose une question ? Pourquoi mentir ? Une question qui, aujourd'hui encore, résonne chez ceux qui ont grandi à une époque où l'on apprenait surtout à se taire. Il arrive un âge où l'on ne court plus après l'avenir, où l'on cesse de se raconter des histoires. Le corps ralentit, la mémoire insiste, et les silences deviennent plus lourds que les mots. Pour Hervé Villard, ce moment charnière porte une date. 2008. Cette année-là, son cœur lâche. Littéralement. Une crise cardiaque brutale, inattendue, qui le projette pour la première fois face à la finitude. À l'hôpital, entre deux bips de machine, il comprend que rien n'est éternel. Ni la scène, ni la voix, ni même la force de continuer à faire semblant. Quand on frôle la mort, on ne négocie plus avec soi-même. On fait un choix. Soit on se replie dans le déni, soit on accepte de regarder sa vie telle qu'elle a été. Sans filtre, sans maquillage. Il choisit de regarder. Ce regard, il le pose d'abord sur son corps. Il change de rythme, d'alimentation, de priorité, mais surtout il le pose sur son passé, sur cet enfant abandonné qui n'a jamais cessé de chercher un foyer, sur cet homme sauvé par la culture, mais privé d'une paix intérieure durable, sur cet amoureux qui a tout donné et tout perdu, sur cet artiste qui a connu la reconnaissance publique, sans jamais connaître la sérénité privée. Alors il écrit, non pour régler des comptes, non pour provoquer, mais pour déposer enfin ce qui pesait trop lourd. L'écriture devient une forme de survie, une manière de reprendre la parole là où, pendant des décennies, il avait accepté le silence. Dans ses livres, il ne se présente pas en héros. Il se décrit comme un survivant, un homme debout, mais cabossé. Un jour, dans une interview, il lâche cette phrase qui glace par sa simplicité. « Ma vie personnelle a été un désastre complet. Pas de pathos, pas de plainte. Juste un constat. Et c'est peut-être cela qui touche le plus, car cette phrase pourrait être prononcée par tant d'hommes et de femmes de sa génération. Ceux qui ont travaillé dur, aimé fort, tenu bon, et qui, arrivés à l'âge des bilans, se demandent en silence « Ai-je vraiment vécu la vie que j'espérais ?» Aujourd'hui, Hervé continue de monter sur scène. Sa voix n'est plus celle de ses 20 ans, mais elle porte autre chose, une vérité nue. Quand il chante l'amour, il ne promet plus. Il se souvient. Quand il parle, il ne séduit plus. Il transmet. Et c'est peut-être là sa plus grande réussite, avoir transformé ses blessures en paroles partagées. Il ne se présente pas comme un modèle. Il ne cherche pas à être un symbole. Il rappelle simplement une chose essentielle. Le succès ne protège pas de la solitude et la sincérité arrive parfois trop tard, mais jamais inutilement. Alors, au terme de ce parcours, une question demeure. Une question que chacun, devant cet écran, peut se poser à son tour. Si l'on vous demandait aujourd'hui de résumer votre vie en une phrase, serait-ce une victoire, un regret ou une vérité que vous n'avez jamais osé dire ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, une émotion ou une réflexion, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire.
Dites-nous ce que cette confession tardive vous inspire. Et si vous aimez ces récits qui vont au-delà des apparences, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Parce qu'au fond, derrière chaque idole, il y a un être humain. Et parfois son histoire ressemble beaucoup plus à la nôtre qu'on ne l'imagine.